Bon, eh bien, et si on s'attaquait un petit peu à cette Ford Anglia? La première chose qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est déposer le moteur. En effet, l'objectif c'est de vérifier si on a fait une bonne ou une mauvaise acquisition. Bien qu'elle a passé le contrôle technique, il va falloir quand même qu'on s'assure que le moteur soit en bon état. De toute façon, on avait déjà prévu de faire une révision complète, mais au moins, en démontant tout le moteur, on sera plus enclin à estimer si on a fait une bonne affaire. Faute de hauteur suffisante sous plafond, eh bien il va falloir qu'on sorte la voiture dehors pour travailler directement à l'air libre. Mais le problème, c'est que cette petite capricieuse était bien au chaud et elle va refuser de vouloir sortir à l'extérieur. Mais bon, il va bien falloir que tu sortes. En la démarrant, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de voyants qui s'allumaient. Et également qu'elle a des ratés au niveau du moteur, que l'embrayage patine et qu'elle tient pas du tout le ralenti. Le fameux voyant qui s'allume, c'est le voyant de la dynamo, ce qui veut dire que la batterie ne se charge pas, et on voit que la température du moteur ne monte pas, ce qui veut dire que la sonde a probablement un défaut ou que c'est carrément le circuit. Le fameux bouton qui avait disparu sur le tableau de bord était bien ce que je pensais, c'était celui de la ventilation, et il a été chanté par l'ancien propriétaire avec un bouton plus moderne pour pouvoir le lancer. Bon, il va falloir qu'on s'occupe de ça également, et j'espère qu'on va réussir à trouver ce fameux bouton. Allez, c'est parti. N'étant pas un mécanicien expert, bien que j'ai quelques connaissances, j'ai fait appel à un abonné de la Plume de Poudlard. Florian a accepté notre invitation et est venu pour nous aider, et avec ses plusieurs années d'expérience en tant que mécanicien chez Mercedes, je pense qu'on y arrivera. Première chose à faire, on débranche tous les fils d'allumage. Bon, là je vous cache pas qu'on avait une raison pour faire cela, parce qu'on s'est dit allez, on va prendre la pression au niveau des cylindres pour voir si on a un taux de compression suffisant, mais finalement on va pas pouvoir le faire parce que le compressiomètre est comme la Ford Anglia, il est assez capricieux. Du coup c'est pas grave, on le fera plus tard lorsque le moteur sera directement sur le pont. Allez, on s'attaque au capot. Et pour le détacher, il faut passer à l'intérieur de l'aile. Il y a deux vis qui se trouvent juste à côté du phare, et pour le coup, le capot n'a pas été démonté souvent. Elle résiste, et avec un petit peu de WD et un petit peu de force, on y arrive quand même. On enlève la charnière, le petit boulon qui tient juste au-dessus, et on va pouvoir enlever le capot. Voilà, au moins on aura plus d'espace pour bosser. On enlève la batterie, et la première chose que l'on fait, c'est purger le liquide de refroidissement. Heureusement, il y a un petit bouchon de purge juste en dessous du radiateur. Et là, malheureusement, on voit que le circuit de refroidissement a été rempli à l'eau. Bon, c'est pas étonnant, c'est souvent ce qu'on faisait à l'époque. Allez, on attaque la boîte à air. C'est cette fameuse boîte qui permet d'avoir du chauffage dans la voiture. On enlève les deux vis sur le côté droit et on va ensuite retirer les vis sur le côté gauche. Les deux tuyaux que vous voyez juste au-dessus là, du cliquet, ce sont le liquide de refroidissement. Et oui, le liquide de refroidissement chauffé par le moteur passe dans cette boîte à air et un pulseur permet d'envoyer l'air chaud directement dans l'habitacle. Allez, on met des petites étiquettes sur des boîtes pour être sûr de ne pas perdre les vis lorsque l'on va vouloir remonter. Clairement, j'espère que l'étiquetage va nous aider pour le remontage. Ensuite, on va retirer le radiateur. Maintenant que le circuit est purgé, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de place pour sortir la bête.
Allez, on extrait ça délicatement, puisque c'est assez fragile, et là, on commence à recevoir quelques gouttes d'eau. Bon, on espère que ça sera pas la tempête, mais on continue, et on se dit que de toute façon, le soleil finira bien par revenir. On continue en enlevant la partie filtre à air. On débouche directement le boîtier, et on enlève le petit filtre renifleur et la durite qui est juste en dessous. On détache cette fois-ci la ligne d'échappement du collecteur avec ce petit collier qui lui aussi a un peu du mal à céder. Allez, on est de retour sur la boîte à air. En fait, la quatrième vis refusait de céder. Et pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a un boulon qui normalement est soudé à la carrosserie et qui visiblement, s'était dessoudé. Alors là, pour le coup, heureusement que Florian était là, puisqu'il a pu aller à l'intérieur pour mettre une clé 13, et moi j'ai réussi à l'enlever de l'extérieur. On enlève maintenant le câble qui permet d'actionner le volet qui fait rentrer l'air chaud ou l'air froid. Une simple petite vis avec un tournevis suffit. Ensuite, on va désolidariser la motorisation de la boîte à air puisque le moteur est relié par des fils qui n'ont pas d'attache rapide. Donc pour le coup, pas le choix, on sort la visseuse et on va directement enlever le moteur. On verra plus tard pour couper les fils et pour rajouter des attaches rapides pour pouvoir démonter la boîte à air sans avoir à extraire à chaque fois le moteur. Et on va en profiter pour détacher les renifleurs sur le côté qui permettent justement d'attraper l'air froid en ayant les poussières qui sont retenues par un filtre. On détache maintenant la patte d'accélérateur. On retire le fil électrique qui passe au niveau de la dynamo. On désolidarise le câble du starter qui va sur le carburateur. On détache l'écosse de la bobine qui est en fait la dynamo qui recharge la batterie. Et on met des étiquettes pour le remontage. Moi, on sera sûr de ne pas inverser des fils. On s'occupe maintenant du levier de vitesse, puisque le levier de vitesse est directement attaché à la boîte de vitesse. Donc on va enlever le levier. Pour ça, rien de plus simple. 4 petites vis. Et il faut dire que pour le coup, Ford à l'époque faisait des choses très très simples. Heureusement pour nous, au moins, ça nous a permis de démonter tout ça rapidement. On dévisse le plastique qui permet au levier de vitesse d'être guidé. On enlève le ressort et le clips. Et on va pouvoir enfin retirer le levier. Voilà, maintenant qu'on a retiré tous les éléments qui étaient raccordés au moteur sur le haut, on attache une manille au niveau de la dynamo, on bloque les roues arrière avec des briques et on va pouvoir lever la voiture afin de pouvoir déconnecter la transmission du moteur. Alors là, faites pas notre erreur. On a positionné les chandelles sur la barre support du moteur qui est attachée directement à la carrosserie, mais finalement on a dû s'y reprendre à 2 fois et reculer les chandelles afin de pouvoir enlever le bras qui est sous le moteur. Là, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut reculer la chandelle et la mettre directement sur les barres en renfort que vous voyez en haut de l'écran. Allez, on détache les supports moteurs et eux aussi ont visiblement pas envie de lâcher. Donc il faut prendre 2 clés et forcer un peu. On tord un petit peu les pattes qui font contre-écrou, puisqu'à l'époque ça n'existait pas. Ils utilisaient des petites pattes en métal pour éviter aux écrous de tourner. On détache également l'arrivée d'essence de la pompe à essence.
Et là c'est parti, on peut commencer à lever le moteur à l'aide de s'ancres et d'un petit palan avec une chaîne qui permet d'orienter et de faire basculer le moteur vers le haut ou vers le bas. Et là je peux vous dire que même si je l'ai mis en accéléré, vous allez voir que on en a bien chié. Et oui, un moteur de cette taille, malgré que ça soit qu'un 1200 cm3, eh ben c'était pas prévu pour être enlevé par le haut. Visiblement à l'usine, ils devaient l'emboîter par le bas et après mettre la traverse de support. Mais bon, on va y arriver. Ce qu'il faut surtout, c'est bien orienter le moteur comme vous le voyez, avec la boîte de vitesse vers le bas, et petit à petit, ça finit par sortir. On a descendu le moteur dans une brouette et la chèvre à la main. Et là l'objectif ça va être de faire en sorte que le support moteur puisse aller s'accrocher directement là où allait la boîte de vitesse. Pour ce faire, il va falloir qu'on fasse un peu de place et on va devoir visiblement retirer la cloche d'embrayage. Heureusement, je pense que cette cloche d'embrayage a été démontée il n'y a pas longtemps puisque les vis étaient plutôt simples à enlever. Peut-être que l'embrayage a été changé, mais en tout cas, lorsqu'on va l'ouvrir, on va voir qu'il a quand même pris un bon coup de cirage. En gros, ça veut dire qu'il a patiné et qu'il a un peu chauffé. Bon, peut-être qu'on le changera, on verra d'ici là. En tout cas, le volant moteur est pas en trop mauvais état, mais on voit que les dents du démarreur ont vraiment limé toutes les dents de cette couronne. On verra ça pour plus tard également, de toute façon, on devra le changer. Donc là, je vous passe les détails, mais en gros, l'objectif, ça va être de jouer avec des boulons et des rondelles pour que le moteur puisse parfaitement tenir sur ce support moteur rotatif. Et là, on peut voir l'intégralité du moteur. Et on n'est pas peu fiers. Mine de rien, il nous aura fallu quand même 6 heures pour déposer le moteur. Un grand merci à Florian qui, sans lui, à mon avis, j'aurais pas réussi, tout simplement. Dans le prochain épisode, nous allons démonter l'entièreté du moteur. Allez, on te donne rendez-vous dans le prochain épisode et surtout, n'oublie pas, reste magique.